bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Alors, quand une femme arrive devant toi, souvent démunie et invisibilisée, qu'est-ce qui te pousse à te battre pour elle malgré les obstacles ? Vaste question. Vaste question. Et quand elle arrive vers moi, je vois tout de suite son niveau de stress et sa peur. C'est un instant. Ça se voit immédiatement sur le teint, sur les yeux, sur les mains, c'est du langage non corporel et ça se voit tout de suite. Donc j'ai pour habitude de les faire asseoir et de boire un verre d'eau avec elle. Et après, je commence à discuter, je me présente la plupart du temps. Comme ça, elles ont le temps de se détendre et ensuite je commence à dialoguer avec elles en leur disant je vois que vous n'êtes pas au mieux de votre forme, est-ce que vous pourriez m'exposer un petit peu ce qui va pas? Et jamais je dis comment ça va parce que c'est une évidence que ça va pas. Je pense que ce qui serait bien, puisque tu as parlé de présentation là juste dans la réponse, juste dans ce que tu viens de me donner, c'est que tu puisses te présenter, Catherine. Allons-y. Allons-y. Alors, je m'appelle Catherine Maupetit. Je suis originaire de Bourgogne. Je suis issue d'un milieu ouvrier. Mon père était ouvrier, ma mère était femme au foyer, comme on disait à l'époque, avec 3 enfants dont je suis la cadette. Et mon père était syndicaliste de CGT et au Parti communiste. Et donc j'ai été élevée dans une philosophie de la solidarité. C'est important pour toi d'expliquer ça dans ta présentation ? Oui. Est-ce que quand je dis ça, est-ce que ça explique les choses d'après ? C'est ça ? Justement. C'est ça, je me doutais. C'est pour ça, parce que c'est un marqueur. Je pense que c'est un marqueur. Ouais. Okay. Et c'est un marqueur chez moi, dans ma personnalité, à double entrée. C'est-à-dire que du côté de ma famille, je dirais de mes parents, enfin de mon père particulièrement, il y a eu cet engagement chez lui. Et puis aussi un manque, c'est que lui aurait bien souhaité faire des études, mais étant issu lui-même d'une mère qui était illettrée et avec très peu de moyens, ma grand-mère paternelle était de la DAS, comme on disait à l'époque, ou de l'assistance. Eh bien, elle avait très peu de moyens. Mon père n'a pas pu aller à l'école alors qu'il avait des possibilités, selon ma grand-mère, selon les dires de ma grand-mère. Elle-même, elle n'avait pas les moyens et en plus, pour ces gens-là, pour cette génération-là, des années 30, eh bien, ils étaient en apprentissage à 14 ans. Et ce qui comptait pour sa famille, pour tout le monde, c'était qu'il rapporte pas un salaire, mais disons un peu d'argent qui mettrait, selon ce que disait ma grand-mère paternelle, du beurre dans les épinards. Donc mon père a vécu toute sa vie avec cette frustration de ne pas avoir pu suivre des études supérieures. Et donc c'est quelqu'un qui a été autodidacte, qui a appris beaucoup de choses dans sa vie, qui lisait un livre par jour, parce qu'il n'arrivait jamais à dormir. Donc, après sa journée d'ouvrier, la nuit, eh bien, il lisait. Et c'était un fan de littérature et de cinéma. Pour lui, les études, la scolarité, c'était fondamental de réussir ses études. C'était pas en option, c'était obligatoire. Et donc, son regard sur nos résultats scolaires, que ce soit pour ma sœur, pour mon frère ou pour moi, c'était extrêmement strict. Il fallait absolument réussir. Parce que pour lui, on n'avait pas de choix dans la vie si on ne réussissait pas ses études. Et en plus, selon sa propre perception, il pensait qu'on perdait en crédibilité si on n'avait pas de diplôme. De bagages. Oui, c'est ça, des bagages. Et puis en plus, chez lui, c'était très corrélé au revenu. Pour lui, il y avait un déterminisme du monde ouvrier. Et si on ne s'élevait pas, si on ne pouvait pas s'élever, on était condamné à subir. Sa philosophie personnelle, c'était la liberté. Donc, je pense qu'il en a beaucoup souffert et que, à travers nous, il a souhaité, je dirais, réaliser une partie de ses rêves parce que c'est fondamental.
du côté de mes grands-parents maternels, parce que ma mère était c'était la femme traditionnelle des années 30, c'est-à-dire qu'elle suivait son mari. J'étais très souvent chez mes grands-parents maternels, qui eux étaient gaullistes et catholiques, et impliqués aussi dans des actions humanitaires. Et je pense que ça a porté ma vie, parce que je n'ai jamais eu d'a priori sur qui que ce soit. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on propose pour aller mieux pour tout le monde. Alors le métier, moi je suis à la retraite depuis 2019. J'ai été pendant 20 ans, j'ai dirigé une association d'aide aux victimes. Je suis juriste et victimologue. C'est-à-dire que quand je suis rentrée dans cette association, je suis rentrée en tant que juriste. C'était fin des années 90. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il manquait une carte dans le jeu. C'était l'aspect psychologique de l'approche des victimes. Et il y avait vraiment des victimes qui étaient extrêmement traumatisées par ce qu'elles avaient subi. Et ce que je souhaitais, c'est avoir des connaissances, je dirais, universitaires sur le traumatisme psychologique, le trauma. À ce moment-là, j'ai eu une psychologue qui est venue faire un stage dans mon service et qui m'a dit qu'elle suivait des études pour obtenir un diplôme universitaire, donc de victimologie. C'était essentiellement 50% droit, 50% psychologie, mais tourné sur les victimes, donc la victimologie. Et bien voilà, je me suis inscrite et j'ai fait ça pendant 1 an et ça m'a beaucoup apporté. Ne serait-ce que pour diagnostiquer l'état des victimes et pouvoir au mieux les orienter le plus vite possible. Ça a toujours été ton métier? Tu as fait ça pendant toute ta carrière? Ah non, 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 du tout. Moi, en fait, quand j'ai démarré des études de droit, je suis arrivée là comme un papillon un jour de printemps, je dirais, parce que après avoir eu mon bac, je ne savais absolument pas quoi faire. J'avais beaucoup d'idées et toutes mes idées, ça allait pas, en fait, ça convenait pas à grand monde et je comprends, parce que c'était un peu loufoque, sans doute. Un peu farfelu? Un peu farfelu à cet âge-là, et je suis la cadette de la famille, donc j'ai une sœur aînée et elle était en études de droit. Donc je me suis dit: «Je vais suivre des études de droit». On m'a toujours dit que le droit, ça menait à tout. D'accord. Et en plus, notre père nous avait briefés en disant: «Les filles, poursuivez des études de droit parce que ce qui manque le plus aux gens de peu, c'est de faire valoir leurs droits». Ah, il y avait déjà une petite graine qui avait été semée là. Voilà, il nous disait toujours que les ouvriers, les pauvres sont écrasés, et sa mère elle-même, qui était femme de ménage et entre guillemets «exploitée» par les employeurs, disait: «Elle sait pas se défendre parce qu'elle ne connaît pas la législation». Ouais. Donc mon père avait dit: «Apprenez le droit pour les sans droit». Enfin moi, ça m'était rentré par une oreille, sorti par l'autre, mais ça a dû faire son effet. Ma sœur est partie en droit, je l'ai suivie en me disant: «Au moins si ça me plaît pas, j'aurai ma sœur, on pourra faire des trucs ensemble». Et puis en fait, bah, vous savez, moi j'étais pas très mature probablement, et puis en fait la première année pour moi ça a été un calvaire, parce qu'il faut tout apprendre par cœur, Ouais. enfin, puis ça date de 1970, hein, donc ça fait longtemps. Ce qui s'est passé, c'est que les 2 premières années, ça me plaisait pas, mais j'avais mes examens haut la main. C'est bête de passer un obstacle et de ramener le cheval à l'écurie. Donc j'ai continué. J'ai continué jusque évidemment terminer mes études, et ensuite j'ai cherché du travail, mais je voulais être justement utile aux autres. Donc je me suis tournée vers les associations D'accord. et j'ai commencé dans une association d'information pour le logement. J'y suis restée plusieurs années, ça m'a beaucoup plu. Et Tu étais où là à l'époque? en Saône-et-Loire. Bah, voilà, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, mes 2 enfants, et mon mari, qui était architecte, a eu des commandes sur Auxerre, donc je l'ai suivi. D'accord, c'est comme ça que tu as atterri à Voilà, Auxerre. et j'ai atterri à Auxerre alors que je suis née à Auxerre, mais je m'étais dit: «Jamais je Tu as vu, reviendrai à tu vois? Je t'avais dit que jamais tu allais mettre tes doigts, tout le jamais monde je le fait. reviendrai à Auxerre, jamais je reviendrai à Auxerre». Comme quoi, il faut jamais dire Dire des choses jamais. pareilles. Et donc je suis revenue à Auxerre, j'ai aidé mon mari, j'étais salariée de son agence d'architecture, mais j'avais toujours dit: «Quand les enfants entreront au collège, je reprendrai ma carrière Une activité? Ouais, oui, une de activité juriste? de juriste», voilà. Et au début, à mi-temps, pour que ça fasse pas trop un choc pour les enfants qui s'habituent au fait que je sois pas là, parce que j'étais quand même assez mère poule. J'ai appris qu'au tribunal d'Auxerre, ils cherchaient une juriste
pour un poste d'assistante pour les mineurs. Voilà, pour aider le procureur dans ses décisions. Des mineurs, la plupart du temps, évidemment, c'était les services du parquet, donc c'était des enfants qui avaient commis une infraction la plupart du temps. Et on me dit ça, je dis je vais postuler. Moi, j'avais fait du droit pénal, mais ça a remonté à mes études et c'était pas ma matière principale. Donc je n'y comptais pas trop. Et puis finalement, c'est moi qui ai été sélectionnée. Et pourquoi j'ai choisi d'aller là? Tout simplement parce que j'ai pendant des années assuré du soutien gratuit aux enfants en difficulté. Les enfants qui n'arrivaient pas à lire, etc., que j'accueillais chez moi et je les aidais à faire leurs devoirs, à leur donner confiance en eux, etc. OK. Et je me suis dit là, des mineurs, ça m'est pas, je suis pas en terrain inconnu, donc je vais peut-être pouvoir aider à faire ça. Et puis le travail que j'ai effectué là a bien convenu au procureur de l'époque. Et un jour, il m'a dit écoutez, il y a une association d'aide aux victimes au sein du tribunal. Il y a une personne qui part à la retraite. Est-ce que vous seriez intéressé par le poste? Oh, j'ai dit ben écoutez, ok, oui, oui, bien sûr. C'est comme Et ça que tu as c'est comme atterri ça dans que cette j'ai association? atterri dans cette association. On était en 1999 et j'ai démarré là, voilà. Donc là, tu viens de nous expliquer effectivement comment tu as atterri dans cette association. Moi, j'aimerais bien revenir sur une petite chose par rapport à la ruralité avant tout ça. Mmh. Tu es né à Auxerre. À l'époque, quand tu es né là-bas, c'était quoi? C'était en termes de densité? Ça correspond à quoi, Auxerre? C'est une ville moyenne. C'est une ville moyenne? Ouais, c'est une Combien ville d'habitants moyenne. à l'époque? Ça devait tourner autour de 40 000 habitants. D'accord, donc c'est déjà une belle ville. Oui, exactement. OK. La ruralité, tu l'as connue à un moment donné. Aujourd'hui, on peut dire où tu vis aujourd'hui? C'est quand même pas très commun. Je vis sur l'île de Noirmoutier depuis 2019. Ouais, au moment où tu es passé à la retraite. Mais tu as fait Auxerre, Noirmoutier? Exactement. D'accord, OK. Est-ce que tu as déjà vécu dans un tout petit village? Alors vécu dans un tout petit village, oui, mais mon contact avec la ruralité, il date de bien avant. Alors c'est ça que je C'est-à-dire veux que mes savoir. grands-parents maternels, eux, habitaient un petit village dans l'Yonne, vraiment un petit village, et ma grand-mère maternelle, donc, était secrétaire de mairie dans ce petit village. Donc, j'ai eu accès à la ruralité comme ça, mais surtout à l'essence de la ruralité, c'est-à-dire que ma grand-mère, c'était une secrétaire de mairie à l'ancienne. Ça veut dire quoi une secrétaire de mairie à l'ancienne? C'est-à-dire, déjà, elle n'avait pas tout le matériel dont Elle avait disposent pas les secrétaires de mairie. d'ordinateur? Certainement Elle avait pas, pas d'internet? pas Ça c'est d'internet, sûr. et elle avait sa petite machine à écrire Japy, portable ou Ah oui, portatif, oui, je sais oui, pas ouais, comment je on dit. vois ce que c'est. Comme C'était une comme valisette, une une petite valisette, valisette, ouais. voilà, et puis avec son papier et ses feuilles carbone. Ce que je trouvais quand j'étais enfant et adolescente, ce que je trouvais charmant, c'était qu'en fait, elle rendait service à tout le monde. C'est-à-dire elle allait évidemment en mairie pour effectuer tout son travail, mais en plus elle allait chez les personnes qui étaient âgées, par exemple qui avaient besoin d'une fiche d'état civil, quelque chose comme ça, elle allait à domicile. Et quand elle s'apercevait qu'il y avait une personne ou une autre qui était malade, qui avait perdu un enfant, qui était soucieuse, qui avait pas le moral et tout, ma grand-mère allait leur rendre visite. Je l'ai accompagnée plusieurs fois et je trouvais ça super. Et elle avait en plus une très bonne relation avec le maire. Je trouvais que dans le village, ça faisait un duo qui était Comment il fort s'app intéressant. comment il s'appelait ce village? Ou comment il s'appelle? Chanvre, à côté de Joigny, il s'appelle Chanvre. Et j'ai vraiment passé des belles années parce que j'ai passé toutes mes Ouais, vacances, tu à avais part quand j'allais à Noirmoutier, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'allais à Noirmoutier à l'époque au mois de juillet et j'étais en août chez mes grands-parents. ah d'accord, C'est comme c'est ça ça que la j'ai la connu tâche l'île de avec Noirmoutier. Noirmoutier, OK, voilà. très bien. Mais la ruralité, le contact avec la campagne, ça date de là. J'ai toujours adoré la nature. Et tu as jamais eu envie d'y vivre finalement? Alors j'y ai vécu. Ah bah quand alors? J'ai eu des périodes où pendant mes études de droit, j'ai vécu en Saône-et-Loire et carrément dans un hameau avec justement là aussi c'était à Véro, c'était pas loin de Charolles, et il y avait un maire conseiller qui était conseiller général en même temps, qui était vraiment le portrait type du bon maire. C'est qu'il avait toujours beaucoup d'idées, il connaissait tout le monde, et puis il y avait ce que j'aime bien moi, c'est la relation de confiance entre les gens et en plus de la chaleur humaine.
Il passait toujours, voir si les gens allaient bien, il se souciait, des personnes, il se souciait des enfants, des plus âgés, D'accord. de l'activité économique aussi, du village. Comme ta grand-mère le faisait aussi, Comme, oui, à un niveau lui, à un niveau peut-être un peu supérieur, parce qu'il Mmh. avait plus de pouvoir que ma grand-mère. De prendre soin, mais je dirais dans la joie et la bonne humeur, pas dans le côté, sombre. Ce serait quoi le côté sombre quand tu dis C'est ça? de dire: «Ma pauvre». Ah d'accord. Peut-être plutôt, dans l'optimisme? Oui, exactement. De dire qu'une lumière est toujours au bout Ouais, du chemin, que OK. c'est pas Donc spécialement marrant, mais d'emmener que ça plutôt va, voilà. De la dynamique, si tu d'accord, veux, tu vois? OK. Et pas, Tu as l'impression qu'on a moins ça aujourd'hui? aujourd'hui, enfin, je dirais, maintenant, moi, ce que j'observe et surtout depuis le Covid, Ouais. c'est que les gens sont quand même, je dirais pas pessimistes, ce serait peut-être un peu exagéré, Plus triste? mais désenchantés, Ah désenchanté, oui. voilà, assez désenchantés, avec oui, une crainte de l'avenir, que ce soit, pour les jeunes ou pour Ouais. les plus âgés. Noirmoutier pour toi, c'est une ruralité? Oui, c'est une ruralité de bord de mer, quoi. Combien de C'est personnes vivent à Noirmoutier? 9 000. 9 000 toute l'année? Oui, 9 000 toute l'année. D'accord, toute l'année, tu as quand même 9 000 personnes. 9 000 personnes, ouais, 9 000 Sur une habitants. Il y superficie? a 4 communes quand même. D'accord, et toi dans ta commune? Il y a 1 800 OK, habitants. donc tu es en ruralité. C'est une île, c'est un fonctionnement quand même très spécifique. Oui, j'allais justement te dire, il y a la ruralité qui a ses spécificités, tu as coché la case île en plus. Mmh. Alors, si tu devais résumer ça en deux trois phrases ou en quelques mots, c'est quoi, qui est Bah, encore plus différent je ou pense qui est que ce qui est différent? différent, c'est de façon un petit peu, je dirais centrée un peu sur moi, je dirais, je ne suis pas de l'île, hein, je suis pas originaire. Je ne fais pas partie des noms de l'île. On construit l'île. Donc le travail que je fais en ce moment, parce que je continue, j'ai ouvert une permanence victime, Ouais, eh bien mon travail en est facilité. Parce que personne me connaît, donc les femmes qui sont venues me voir, ça les rassure je comprends. parce que Oui, moi bah, y a pas je n'ai jamais d'antériorité, enfin, j'ai pas il y a pas d'antériorité. d'histoire, il y a pas de Non, je ne connais d'accord, pas les uns et les autres, donc elles m'ont dit: «Ah, c'est quand même super», toutes, hein. Elles m'ont dit: «C'est super parce que vous connaissez personne en fait». Donc mais je sentais, enfin de façon sous-jacente, que la peur aussi en ruralité, c'est que la confidentialité se perde. Parce que, entre cousins, entre, machin et cetera, c'est beaucoup plus complexe à régler. il y a l'histoire c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Je pensais au regard des autres où effectivement avec d'autres, personnes qui sont passées au micro, on parlait du regard des autres et c'était plus compliqué effectivement en ruralité pour les femmes de venir prendre la parole, se livrer et cetera parce qu'effectivement il y avait les cousins, les frères et cetera et cetera. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore tu penses encore très, très, très présent ou ça se perd quand même avec les jeunes générations? Moi, je ne pense pas que ce soit là que ça se situe. C'est pas un obstacle en tant que tel parce qu'à la limite, on peut habiter un quartier très longtemps dans une ville et puis, on n'en sort pas trop, tout le monde te connaît, ça fait 30 ans que tu es là, ta famille y était et c'est le même processus en fait, de pas trop en dire parce qu'on ne veut pas que ça fasse des ragots, enfin toutes ces choses. C'est pas tant ça, moi quand je pense aux victimes, aux femmes qui viennent me voir, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'elles viennent parler avec moi avant un passage à l'acte, avant qu'elles soient frappées, pour être clair. Et pourquoi souvent c'est si dur, c'est difficile dans les villages. Là, sur l'île, on a réglé le problème, je pense. C'est qu'il n'y a pas de lieu pour ça. Parce que quand on dit: «Les femmes ne parlent pas», ça m'a toujours dérangée. Les femmes, elles parlent, bien sûr, mais encore faut-il avoir quelqu'un pour t'écouter. Il faut un lieu pour ça. Et souvent, dans les villages, quel est le lieu proposé pour les femmes? Quel est le lieu où elles peuvent, venir tranquilles, discuter, prendre un café comme on le fait et cetera, parler de tout et de rien, ce qui permet de dire, «Bah, oui, moi, en ce moment, le mien, il est pas marrant» et cetera et de déboucher, justement sur des confidences qui vont pouvoir ensuite, être étayées et puis, déboucher sur une prise en charge. Mmh. Mais qui donnera pas forcément lieu à une plainte, qui peut déboucher sur une médiation Oui, ou familiale. désamorcer déjà peut-être? Oui, il y a des techniques, pour ça, à travers la médiation familiale quand il y a des enfants.
Médiation familiale, la CAF, on peut y aller sans parcours judiciaire. Oui, bien Et sûr. ça, on peut voir un psychologue avant, on peut voir beaucoup de choses. Mais le fait qu'il n'y ait pas De lieu. de lieu pour recevoir cette parole, les situations dégénèrent. Il y a ça. Et puis, moi, ce que j'observe dans les villages, mais c'est la même chose dans les villes, mais on le voit davantage dans les villages, c'est les addictions dont on parle très peu. Très peu. Les addictions à l'alcool et à la drogue. Souvent, les passages à l'acte, c'est pour la violence, faut être clair, hein, c'est soit l'alcool, soit la drogue, soit les 2. Et ça, c'est pas trop mis en avant. C'est vraiment un axe important pour protéger ces femmes. Il faut vraiment intégrer l'addiction. L'addiction du cogneur, je dirais, de l'agresseur, mais aussi leur propre addiction à elles, parce que j'en ai reçu C'est plus quoi leur d'une. propre addiction à elles? Parce que j'en ai reçu plus d'une qui, à force d'être malheureuses et de ne pas partir et puis pouvoir tenir le coup, quand elles rentraient de leur travail le soir, et ben, elles buvaient un Ah oui, Porto, elles 2 se mettent Portos, elles 3 aussi Portos. à Et boire? oui, et elles se mettent elles aussi, soit à consommer de l'alcool, soit, à être addictes aux médicaments, ce qui donne les mêmes résultats en matière de dépendance. C'est ça aussi, ce nœud-là qu'il faudrait arriver à travailler pour être efficace. Il y a un autre aspect, moi, qui vraiment me tient à cœur et dont on parle rarement et qu'on travaille rarement à la hauteur du problème, c'est le problème matériel. Parce que sans argent, on ne fait rien. C'est bien beau de dire à une Oui, femme ceci, mais ça c'était un l'argent, point important pour toi? c'est Ouais. pour moi, c'est capital. L'argent, c'est le nerf de la guerre. On peut pas être libre sans Non. argent. Donc la ruralité pour toi, qu'est-ce qu'elle t'évoque aujourd'hui? La liberté et la beauté et l'imagination. La ruralité, pour moi, c'est un territoire, fantastique, de créativité. Parce qu'il y a pas de barrière. En ruralité, je dirais qu'on peut tout faire. C'est pour ça que je me suis tellement impliquée à Noirmoutier où il y a jamais rien eu. C'est qu'on peut partir, on peut aller jusqu'au bout de ses rêves. Sans infrastructures lourdes, tu vois, qui vont te freiner dans le fonctionnement. La limite, tu peux vraiment, dans tous les domaines, je pense, parce que moi je connais bien le mien, les autres je les connais pas, mais tu peux vraiment être créatif dans tous les domaines, proposer tes idées, agir avec d'autres et puis en faire, des petits laboratoires qui peuvent se dupliquer, proposer à d'autres et c'est comme ça qu'on avance parce qu'une fois que tu as mené à bien un projet, tu en fais un autre et Comme puis on un dirait un autre. pilote? Oui, voilà. Ouais. Par contre, tu vois, je suis assez d'accord avec toi, mais malgré tout, enfin moi je parle pour mon territoire, qui est Mmh. donc la Dordogne et le Périgord vert. D'un point de vue développement économique, c'est compliqué quand même. Le bassin de l'emploi est compliqué, la partie économique, elle est quand même assez complexe. La mobilité fait que, enfin tu vois, les villes avec l'accès à l'emploi ou même aux incubateurs ou à tout ce qui peut effectivement permettre de faire émerger des projets est assez loin. Enfin, ça des fois c'est quand même dur, non, tu penses pas? Ah si, bien sûr. Enfin là, moi, je suis en train de te parler, je suis à la retraite. Ouais. Donc c'est c'est beaucoup plus simple. Mais néanmoins, pour moi, quand je pense ruralité, moi, je pense paysage. Il y Je pense a, pas forcément emploi, mais c'est vrai que ouais, la politique, qui a été menée depuis des années et des années, des dizaines d'années, la politique en matière de développement de l'urbanisme et cetera, de l'économie et les grands pôles urbains, évidemment, c'est dans les grands pôles urbains que tu trouves les meilleures facs, la plupart du temps, pour les études de tes enfants. Et puis, selon le secteur dans lequel ils sont obligés d'aller mmh. travailler dans des métropoles parce qu'autrement, ils ne pourront pas. En fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, enfin, ce qui va nous intéresser, Mmh. tous et toutes, c'est, qu'est-ce qui t'a donné envie, voilà, de te concentrer sur la protection juridique et financière des victimes? Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic? Donc tu nous as expliqué, tu me coupes, hein, si je me trompe, mais globalement, bagage, droit, juriste, 2 expériences professionnelles, tu arrives dans cette grosse association d'aide aux victimes. Mmh. Qu'est-ce qui t'emporte dans Elle ce parcours? cette association d'aide aux victimes, en fait, c'est une association d'aide aux victimes généraliste. C'est-à-dire que ce sont en charge des victimes d'atteinte aux biens et d'atteinte aux personnes. Alors, atteinte aux biens, c'est tout ce qui concerne les vols, les dégradations, et cetera. Et puis, atteinte aux personnes, donc toutes les violences, accidents de la route, D'accord. voilà, violences conjugales, violences intrafamiliales. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert, enfin, j'ai pas découvert, faut pas exagérer non plus, mais j'ai vu surtout l'importance de ces violences, intrafamiliales. Donc, à partir de là, moi, j'ai souhaité au sein de l'ADAVIRS que l'on embauche une psychologue
pour justement aider ces femmes-là à traiter leur stress au sein de l'association. Parce qu'il faut tout de même savoir, et là je reviens sur le problème financier, c'est qu'une consultation à l'époque chez un psychologue, il fallait quand même trouver 60 € la consultation. Si on peut pas avoir juste une consultation, parce que les CMP sont surchargés, il y avait déjà une grosse C'est quoi les surcharge. CMP? Les centres médico-psychologiques. D'accord. Tout ça, ça a un coût et c'est en fait c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ce sont les victimes qui m'ont appris mon métier et tous les obstacles qu'elles doivent enjamber. Ces femmes-là, il faut voir qu'elles sont très souvent démolies et qu'elles conservent une force de survie qui est assez extraordinaire pour beaucoup d'entre elles. En fait, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, il y a déjà, c'est compliqué pour elles de pouvoir partir de leur foyer, mais après, le chemin, il est hyper long et hyper fastidieux, c'est ça? C'est compliqué de partir, c'est ce que je te disais, si tu veux, c'est compliqué de partir pour des raisons psychologiques, bien Bien sûr. sûr, mais et puis aussi la peur, la peur, hein, parce que il y a aussi des conjoints, des concubins qui disent bon si tu pars, je te tue et je Ouais. tue les gosses avec, Mmh. donc c'est quand même un frein Il y en a même qui important. le font, hein. Il y en a même qui le font, surtout si en plus ils présentent soit une pathologie mentale, soit des addictions, et cetera. Le passage à l'acte, il est jamais à mettre de côté non plus. Mais 2e problème, c'est l'argent. Il faut beaucoup d'argent pour partir. C'est vrai qu'il y a eu des avancées, il y a eu des logements d'urgence de créer, mais il y en a pas assez. Il y a des zones entières, je pense en France où le logement, la plupart du temps, il y a eu des crédits d'alloués pour les logements d'urgence, si tu veux, mais c'est un logement d'urgence qui sert à toutes les urgences. Donc, au moment où tu en as besoin pour une femme, il est occupé par quelqu'un qui a eu sa maison, par exemple, qui a brûlé, et D'accord. on a relogé la famille. C'est pas des logements spécifiques pour les femmes, Ils sont pas fléchés. OK. Et donc, sur l'île de Noirmoutier, moi, ce que j'aime bien, c'est que dans les communes, ils ont fléché des logements, justement, prioritairement pour les femmes victimes de violences conjugales et c'est ce qu'il faut faire Donc ces partout, logements ne sont attribués qu'à ces femmes-là? qu'à ces femmes-là et je trouve ça fantastique, hein, parce que ça donne le temps d'effectuer des démarches pour trouver un logement et puis, comme on fait rien les uns sans les autres, comme je te le disais tout à l'heure, on travaille avec les CCAS, les centres communaux d'action sociale, les assistantes sociales, si tu veux, pour faire ça plus simple, pour, voir au niveau budgétaire ce qu'on peut solliciter comme aide de la CAF, de la mairie et cetera, du conseil départemental pour aider ces femmes-là, tous azimuts. Mais ça reste quand même, un sacré parcours du combattant parce que là, quand bien même on trouve suffisamment d'argent pour, trouver un logement et cetera, ce que je te dis, c'est très difficile, mais après tu as la mobilité à régler. Si, elles n'ont pas d'emploi, il va falloir les mettre dans un parcours d'emploi, ce qui est aussi, compliqué. Ça se fait, mais enfin c'est long. Tout ça exige du temps. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps avec ces femmes-là et surtout pas les Les brusquer. brusquets? Moi, Ouais, il je faut leur disais, aller trop sauf vite. urgence, la vitesse est l'ennemi du bien. C'est qu'elles, il faut qu'elles suivent aussi. Ouais. C'est leur vie, il faut qu'elles s'approprient leur vie. Faut pas que l'aidant, Ouais. la personne comme moi, par exemple, qui va les aider, il La faut bouscule? se méfier de l'emprise que tu peux avoir comme professionnel sur la personne que tu aides. Il faut D'accord. rester dans de strictes limites. Pas être trop intrusive, par exemple. Pas Quand les tu dis ça, c'est parce que tu as déjà eu il y a déjà eu une situation comme ça? Tu l'as j'ai vécue? moi, je l'ai déjà observé, Ouais. chez d'autres professionnels que je trouvais, beaucoup trop rigides. C'est-à-dire que quand on se réunissait entre professionnels, plusieurs fois, il m'est arrivé d'entendre: «Ah oui, quand même, bon, c'est sûr, tu l'as aidée, mais tu as pas remarqué, bon, on lui dit de faire des trucs, elle les D'accord. fait C'est un peu pas», jugeant là. Là, exactement. c'est jugeant. Ou, je l'ai croisée l'autre fois dans la rue, elle avait encore changé de manteau alors qu'elle est venue me dire la semaine d'avant Mmh. qu'elle n'avait pas de moyens. Enfin, tu vois, des choses Ouais, comme ça. je comprends. Parce que quand tu aides quelqu'un, je trouve que l'humain est construit d'une telle façon que moralement, il s'estime redevable. Donc la meilleure des choses que tu puisses faire, c'est de le laisser libre, de le mettre à l'aise, comme on dit. Moi, je leur disais toujours: «Vous faites un pas par jour, pour vous. C'est pas la peine d'en faire 10. Vous en faites un. Vous dites: tiens, demain, je vais téléphoner au conseil départemental ou je vais faire telle démarche à l'école pour mes enfants ou». Une tâche par jour. Oui, mais c'était la leur. La technique des petits pas. Oui, quand il n'y a pas de situation de danger imminent.
Est-ce qu'aller trop vite, ça les met pas dans une situation, enfin si, de crispation, de peur et peut-être de revenir, en arrière? Ça les stresse, tu as Ça les raison, et fige? en plus, ça leur, ôte encore davantage la confiance en elles. Parce qu'il faut voir que quand elles sortent de ces relations toxiques avec leur conjoint, elles sont très ébranlées au niveau de la confiance en elles, et si le professionnel qui est en face, il leur laisse à penser qu'elles ne sont pas à la hauteur de ses exigences, elle ne va rien dire, mais ça lui ôte encore davantage de confiance, en OK. elle-même. Il faut être très prudent avec l'accompagnement des gens. Il faut vraiment les respecter. Il faut avoir une grande empathie et il faut les respecter. Et une victime ne ressemble pas à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de découverte à faire. Tu sais combien de femmes tu as aidées? Bah, j'en ai aidé entre, je dirais, en moyenne, 500 par an pendant 19 ans. C'est des relations d'humanité. Sans doute, je leur ai apporté, je les ai aidées, mais elles m'ont construite en Ouais, tant que professionnelle c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as appris ton métier avec elles, grâce à elles? parce que tu sais, il y a tellement de cas différents. Bah, par exemple, je pense à un cas, une mère d'enfant handicapé. Ouais, il se trouve qu'il y a pas d'handicapés dans ma famille, jamais fréquenté d'handicapés. Donc la première fois où j'ai été confrontée à ça, autant te dire que c'était, pour moi une terre inconnue Mmh. et tout. Ça permet d'établir des relations avec le conseil départemental, du coin, qui a la compétence en matière de handicap, d'enrichir ses connaissances et ensuite de pouvoir les partager avec d'autres mères qui auront les mêmes problèmes. C'est pour ça que je te dis, elles te font avancer. Et en même temps, j'ai envie de te poser la question de comment tu as fait au fil des années pour, toi, je sais pas si c'est le bon terme, hein, entre guillemets, «te protéger» ou rester, je sais pas, quand tu rentrais chez toi le soir, est-ce que c'était difficile encore d'emmener ça à la maison ou est-ce que Alors ça paraît très curieux, même en m'observant moi-même, si tu veux, ça paraît très curieux. C'est que j'ai rarement emmené chez moi les problèmes du travail. Je peux pas t'expliquer pourquoi, d'accord, à moins de penser au clivage, tu vois? Où je me clivais. Quand j'étais au travail, j'étais au travail. Quand j'étais chez moi, j'étais chez moi. Je pense que j'ai un caractère très pratico-pratique, très basique. C'est-à-dire même derrière un événement extrêmement tragique, mmh, je vais rentrer chez moi et je vais dire: «C'est pas le tout, on va faire une pâte à crêpes». C'est un fonctionnement, je pense, qui peut s'analyser, c'est une rupture, ça peut être un clivage, ça peut être un système de défense, mais c'est très tu équilibrant. as toujours réussi à faire comme ça? Oui. Même au début de ta carrière? Bah, au début, ma peur, c'était de ne pas donner suffisamment d'informations ou des informations un peu erronées. D'accord, J'avais ouais, la peur de l'erreur. oui, Donc je rentrais chez moi et je travaillais comme une malade. J'avais acheté des livres et tout pour me replonger, là-dedans, et quand j'ai fait mon année de victimologie, ça m'a vraiment aidée parce que bon, il y avait beaucoup de professionnels. Quand on élargit aussi, avec d'autres professionnels, on gagne en savoir et puis en confiance en soi aussi parce qu'on a réglé énormément de problèmes. Et puis, le fait que j'ai, moi dès 2006, 2007, je me suis rendu compte parce que justement j'avais vécu pas mal en ruralité comme on dit maintenant, je m'étais aperçue qu'en fait, les ruraux sont toujours, loin de tous les services. Donc, je suis passée à la tête de cette association en 2003. J'ai dit à mon conseil d'administration qui m'a suivie, j'ai dit: «C'est bien beau, j'ai augmenté le nombre de permanences, mensuelles, si tu veux, décentralisées». Les permanences mensuelles, c'est une fois par mois. Bah, il suffit que ce jour-là, la personne, elle puisse pas venir et puis, il y a rien derrière. bien sûr. Donc, j'ai tout de suite pensé, et ça, c'est grâce à ma grand-mère, je pense aussi, et à monsieur Thibault qui était le maire à l'époque. Je me suis dit: «Ce qui serait pas mal, c'est d'avoir des correspondants victimes dans les communes». Dans toutes les communes, en fait, et puis que le maire nous prévienne qu'il y a un problème dans sa commune et que nous, on lui envoie. J'avais élaboré une fiche victime. À l'époque, tu sais, c'était les fax. Oui, J'envoyais un fax au maire, il allait voir la victime et je disais surtout: «Vous faites pas de forcing, hein, vous ouais, dites à la victime qu'il y a une association d'aide aux victimes, que le service est gratuit, vous lui faites remplir s'il est d'accord, hop, vous me le refaxez et nous, on prend contact, on s'en occupe. Et si c'est une personne qui peut pas se déplacer, je vais envoyer quelqu'un». Voilà. J'ai d'accord. fait ça 2006-2007 avec l'accord du procureur. C'est un peu comme, enfin, c'est le Oui, début de c'est oui, référent R. oui, je vais Tu vas me faire une très t'expliquer. bonne transition parce que justement j'allais Ah te bon? demander, mais alors après Eh ben, quel je vais lien avec la t'expliquer. MRF, R et Oui, ben cetera? voilà, je vais t'expliquer la Heu, genèse allez, de la c'est chose. parti pour ça. Voilà. J'ai fait ça avec, le soutien, du conseil d'administration qui est tout à fait partant, et puis, le regard bienveillant du procureur, du préfet qui s'est impliqué aussi, pour, faire le mailing, quoi, envoyer au maire et cetera, tout ça, et puis ça a bien marché.
Et dans les associations, c'est souvent comme ça. Il y a eu changement de président, recherche de budget supplémentaire, si bien que ça s'est étiolé, tu vois, petit à petit, et qu'il y avait plus beaucoup de maires au bout d'un certain temps qui nous contactaient, D'accord. en fait. Qui suivaient aussi le protocole? Il y avait juste à envoyer la fiche victime, mais Oui, je mais pense enfin que qui mettait en place ce que tu avais, oui, et puis initié. entre-temps oui, puis tu vois, entre-temps, après, il y a eu d'autres élections de maires. D'accord. Ah oui, donc Nous, changement de président, enfin, tu vois, il faut mmh, refaire le mmh. travail, en Oui, fait, oui, à oui, chaque oui, oui. fois. Et puis on arrive, en 2017 et là, je vais voir, Dominique Vérien qui était la maire de Saint-Sauveur-en-Puisé. Parce que j'avais idée d'ouvrir une permanence, dans son village et je lui explique, ça, le projet que j'avais fait au début. J'ai dit: «C'est dommage parce que j'aimerais bien relancer un truc comme ça avec les maires de Lyon. Ce serait quand même pas mal d'avoir, des correspondants victimes, mais pour toutes les infractions, hein». Je pensais pas seulement à la violence conjugale, pour tous les problèmes, en fait, toutes les infractions. Et elle me dit: «Mais écoute, bah oui, pourquoi pas, ce serait pas mal. Ce que tu pourrais faire, c'est» je vais en parler à Dominique Chapuis, qui est la présidente des maires ruraux de Lyon Tout à fait. et elle devrait être partante. Et c'est comme ça qu'en 2018, l'association que je dirigeais a passé une convention avec, l'association des maires ruraux de Lyon, Donc là, c'est vraiment présidée le démarrage de l'aventure, hein, oui, si je puis dire, oui, c'est aventure. ça, présidée, par, Dominique Chapuis. Et puis, avec aussi, Catherine Maudet, qui était, elle, la présidente d'une autre association qui s'appelait l'ASE-Hamas, Avec les secrétaires? les secrétaires de mairie du nord de Lyon. Et moi, les secrétaires de mairie, j'ai toujours considéré que c'était une sorte de vigie, parce que la première personne que tu vois Oui, quand oui, tu c'est la vas dans secrétaire, et bien je me sûr. disais: «Une secrétaire de mairie, ça connaît tout dans le village». Donc ce serait pas mal que les secrétaires de mairie soient associés, Et aussi. ouais, formé du Non. coup? Voilà, donc Sensibilisé, formé. on a signé la convention et ça a tout de suite, super bien marché. Les maires ont été mobilisés, il y a eu de la formation, il y a eu des échanges, des rencontres et patati et patata et donc et puis il y avait un besoin. Donc Donc si j'ai ça sur moi aujourd'hui, c'est grâce à toi? bon, c'est non, je suis pas la Non, seule. c'est grâce à un groupe. Je sais que tu vas me dire le Je groupe. oui, Mais parce l'idée que enfin, en tout cas, le dans référent Lyon R est parti de et de voilà ton et idée là. ensuite quand je suis partie à Ah, je la suis fière. retraite quand je suis partie à la retraite en 2019, donc Dominique Chapuis m'a dit: «Ah oui, tu pars à Noirmoutier et tout, mais ça te dirait pas d'être au conseil scientifique, de la MRF?» Ça, Et c'est ton rôle aujourd'hui. voilà, en tant que juriste, bah, j'ai dit: «Oh bah si, 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 ça m'occupera, si je peux vous rendre service, il y a pas de difficulté». On est toujours restés en contact et quand il y a eu, je crois que c'est les 50 ans, de Ouais. l'association des maires ruraux, de France, où, ils ont mis en avant, la femme, la commune, la République, eh bien, il y a eu cette idée d'avoir des référents, violences conjugales, 2 référents, dans chaque commune pour justement alors pourquoi? Parce que là, il faut comprendre le truc, c'est que dans une commune, il y a un numéro d'astreinte, donc tu as des gens 7 jours sur 7. Donc la personne qui est en difficulté, elle trouvera toujours Ah, il y aura toujours quelqu'un il y aura toujours quelqu'un pour répondre à ses et cette besoins, personne peut mettre en lien avec avec tous les le ou la services. référente, Et moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y ait vraiment la présence de quelqu'un, pour recueillir, la parole ou pour mmh, s'inquiéter de la victime ouais. et ensuite pour prendre ça en charge, hein, comme un tuteur si tu veux et ensuite, bah, dispatcher, Acquis de droit. à qui bah, Enfin, en oui, tout cas, qui peut vraiment prendre le relais, fédérer quoi. toutes Ouais. les compétences, Ouais, ouais. mais en restant, en gardant la main, pour pas saucissonner la victime. Parce que moi, ce que j'ai combattu pendant tout mon exercice professionnel, c'est cet exercice qui pourrait être, vraiment, faire l'objet d'un scénario, comique. C'est recevoir une victime et puis, lui dire: «Bon, je vous note, hein, alors vous appelez l'avocat, ensuite vous appelez l'assistante sociale, vous faites vos démarches auprès de votre protection juridique» et tout et tout. Mais la victime, quand elle a passé, 10 mètres, elle sait même plus Oui, comment oui, elle oui, va oui, faire. oui. Elle le Là, tu fera veux dire pas. que c'est un parcours, d'accompagnement global, c'est ça? Oui, on fait les démarches avec la victime Mmh. et moi je ne prends pas non plus la main je dis qu'il ne faut pas prendre la main non plus sur la victime parce qu'il y a des personnes qui préfèrent faire leurs démarches elles-mêmes. Donc je dis toujours: «Ben voilà, il y a telle personne, est-ce que vous souhaitez qu'on l'appelle ensemble?» Pour que ce soit la victime qui pilote, c'est sa vie, c'est quand même normal et si elle me dit: «Oh non, c'est pas la peine, je crois que je vais l'appeler» et cetera, je dis: «OK». Je propose toujours un autre rendez-vous où on fait le point sur ce dont on a parlé puisqu'à la fin de l'entretien, moi, je fais une synthèse rapide Mmh. pour dire, ben voilà, ce qui a été, décidé, ce qui permet
au rendez-vous d'après, d'aborder, les inhibitions ou les écueils ou les silences de l'administration et cetera et cetera. C'est comme ça qu'on avance. Mais c'est pas compliqué. Moi, si tu veux, ce dont j'avais peur au départ, c'est qu'il y ait pas trop de candidats parce que les gens, vont se dire: «Oh là, c'est super compliqué, moi je suis pas juriste» et cetera. Il faut pas des juristes, il faut des humains. Il faut des gens qui par contre, il faut des gens qui aient le sens de l'empathie. Si tu aimes déjà pas ton voisin, te lance pas là-dedans, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Tu vois, tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris auprès de ces femmes, est-ce que tout ça, c'est facile à délivrer pour former, en fait, les référents et les référentes aujourd'hui sur les territoires? Toi, toute ton histoire, tout ton bagage, toute ta réflexion, tout ce que tu as vu, pouvoir, transmettre ça à des référents et des référentes, ça doit pas être toujours simple, non? Moi, je les détends bien, hein. D'accord. OK. Avec quoi? Bah, je leur dis que c'est pas compliqué parce que c'est ça. Il y a 2 choses, elles ont peur de pas avoir, suffisamment de De connaissances compétences et de connaissances? de Ouais. connaissances et de compétences et quelquefois elles ont peur d'être agressées. Elles ont peur d'être Donc les agressées référents, les référentes ont peur d'être agressés? sur l'île. D'accord. Mmh. Celles qui sont référentes, elles disent: «Oui, mais enfin s'il vient à la mairie et puis que Ah oui, voilà, il y a un ouais. drame qui se» que quelques femmes, moi, m'ont déjà dit, «Mais quand même, moi, j'ai un peu peur, tu te rends compte, s'il déboule à la Ouais, mairie, ouais, ouais. et cetera». Après il y a des référents, il y a des hommes aussi en référent? Bah, je trouve que ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un binôme, Oui, qu'il y a un homme et une femme, oui, et souvent on a du mal à trouver des hommes, on trouve plus facilement des femmes, d'accord, parce que c'est quand même sur la base du volontariat. bien sûr. Donc c'est souvent des femmes et c'est pour ça que pour rassurer tout le monde, souvent, je parle du fameux bouton Mon Chérif, puisque Oui, j'ai oui. été la première directrice en France à équiper les femmes avec ça et à rencontrer Dominique Brogy en 2018, qui était venu au tribunal, d'Auxerre, rencontrer la présidente du tribunal. Puis ils m'ont demandé de venir, j'ai discuté avec elle, j'ai trouvé, son astuce, géniale et j'ai commencé à équiper les femmes en 2018, hein, voilà. Je reviens sur, ton rôle avec la MRF. Tout à l'heure, tu as parlé de conseil scientifique. Est-ce que tu peux, en une phrase, expliquer ce que c'est pour les gens qui nous écoutent? Un conseil scientifique, normalement, hein, un conseil scientifique, c'est un conseil qui réunit, des personnes qui ont une expertise, dans des domaines, bien précis. Moi, il se trouve que c'est le droit, d'autres, ça peut être, la santé, peut être la médecine, par exemple, d'autres, ça peut être des géographes, des urbanistes, des chercheurs en agriculture, des professionnels de l'aménagement, de l'industrie et cetera. C'est plutôt intéressant d'avoir un conseil, scientifique et je pense qu'à la MRF, ils auront certainement le souhait de le développer parce que, par exemple, si tu montes un conseil, au sein du conseil scientifique, si tu veux, un pôle pour, l'accompagnement, des victimes, par exemple, en ruralité, bah, tu peux mettre 3-4 personnes, tu vois, compétentes, qui ont vraiment, oui, un savoir et Une cetera. expertise. C'est vraiment des pôles De de compétences compétences. mais en même temps avec un esprit de recherche, de réflexion, pour pouvoir être aussi une force de proposition. D'accord. Parce que ce que je trouve intéressant à la campagne, c'est que tu peux avoir des idées et puis les faire monter au national pour que ça devienne, des lois. C'est ce que j'avais dit, donc à Dominique, pour l'aide juridictionnelle que je voulais moi, dès le départ, pour toutes les femmes et que ce soit les hommes qui remboursent, ensuite le trésor. Mmh, Bonne transition. voilà. Il fallait que tu en parles de ça. Oui, ça, c'est l'aide juridictionnelle pour toutes les victimes de violences conjugales, sans condition de ressources. Pour moi, c'est quelque chose, que je revendique, depuis toujours, tout comme j'avais, revendiqué au début des années 2000, le fait que les enfants soient reconnus comme des victimes parce Mmh qu'à mh. l'époque, ils étaient simplement appréhendés comme témoins. Donc tu ne pouvais absolument pas, lors d'un procès, faire une constitution de partie civile puisqu'ils étaient témoins, ils étaient pas victimes. Ils faisaient pas partie de la procédure. D'accord. Par contre, ils étaient entendus pour dire: «Bah oui, papa a bien tapé Ouais. maman» et Mais cetera. pas considéré? Non, mais ils étaient traumatisés les pauvres gamins Tu et parles. je traitais tellement de cas, de femmes comme ça avec des enfants traumatisés, elles en souffraient elles-mêmes. Je me disais: «Il y a quelque chose qui tourne pas rond quand même» et puis la loi a évolué et maintenant ils sont bien, considérés comme des victimes. Mais pour l'aide juridictionnelle, ça fait, des années que je l'hurle sur tous les toits, qui veut m'entendre? C'est que l'aide juridique ça se fait en Espagne, hein. L'aide juridictionnelle, si tu veux, à partir du moment où la femme a déposé plainte, elle devrait bénéficier automatiquement d'une aide juridictionnelle, totale. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Non, parce que il y en a, mais ça dépend des conditions de ressources. Donc il y a des conditions de ressources, alors je vais être très schématique, hein.
C'est-à-dire que si tu as des revenus qui sont équivalents au SMIC, mettons, tu vois, vraiment des petits revenus, vraiment très petits, hein, vraiment le SMIC, tu peux avoir droit à l'aide juridictionnelle totale. D'accord. Donc, la réglementation veut que l'avocat ne doit rien te demander. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas gagner grand-chose pour ne plus y avoir droit. C'est le problème des classes moyennes. C'est-à-dire qu'une femme qui va gagner 1 800 € net ou 2 000 € net, qui a des enfants et tout, il va falloir qu'elle trouve de quoi payer l'avocat. Parce que l'aide juridictionnelle ne couvre pas à ce moment-là les frais. Soit tu l'as à 100%, soit tu l'as à 55%, soit à 25%. D'accord. C'est des barèmes, des tranches. Oui, mais quand tu l'as par exemple à 55% ou à 25%, le complément, il va falloir que tu le payes à l'avocat. Bien sûr. Que va faire l'avocat? Il va te faire signer une convention d'honoraires. Est-ce que tu es en capacité ou avec la force nécessaire pour négocier les honoraires d'avocat? Je pense pas, non. Jamais, j'en ai jamais vu une pendant tout mon exercice. Et là, je peux te dire que ça coûte cher. Et quand tu es à 25, il y a 75% de frais qui vont être calculés par l'avocat. Il y a ses frais pour lui, il y a les frais d'honorabilité de son cabinet s'il marche bien. Ça coûte énormément cher. C'est quand Ça même coûte quoi, par exemple, pour se faire défendre? J'ai pas du tout conscience, la notion pour de ce que vraiment, pour des violences, à l'heure actuelle, je pense que ça peut vite atteindre, 5 000 €. oh! C'est énorme! Bah, voilà, ça peut vite atteindre 5 000 €. Puis une consultation, chez un avocat, tu prends rien qu'une consultation pour décortiquer, ton dossier, Ouais, tu vois? ouais. Je te parle pas de la consultation où c'est juste votre nom, votre prénom, l'infraction, mais pour décortiquer ton dossier, une fois, 240 € les 20 minutes. Elle va les trouver où la dame? Ouais, c'est pas normal, hein. Bah, surtout qu'elle n'a rien cherché. Oui, en plus donc oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, ça lui incombe, enfin, Mais ça pourquoi? ouais, C'est de la survictimisation. ouais. Paf! Pourquoi on Ça en lui plus, met, quoi. Ça en plus. ça sur le dos? Comme si elle en avait pas assez. Bah, on dit: «C'est bizarre, les femmes parlent pas de chez elles», mais ça, c'est un frein majeur. Ouais. C'est un frein majeur. Il va lui falloir un avocat dans le cadre d'une procédure. Ça va lui coûter énormément. Alors, qu'est-ce que j'ai vu, moi, dans mon exercice? Des femmes, une femme âgée dont je me souviendrai toujours, qui me disait: «Vous savez, moi, pour payer, les honoraires de l'avocat», elle payait chaque mois, «je mange qu'1 jour sur 2». Quand même, ça te serre le cœur. Et les autres qui s'endettaient avec des crédits à la consommation, qui s'endettaient auprès d'amis, qui s'endettaient auprès de leur famille et ensuite ça créait des problèmes dans Des la famille, tensions et des cetera. tensions, Ouais. enfin tu imagines? Alors que là, ce serait simple, il suffirait d'attribuer l'aide juridictionnelle à toutes ces femmes et quand l'auteur est jugé, si tu veux, c'est une avance par le Ouais, bien sûr. trésor et quand l'auteur est jugé, on lui fait rembourser cette aide juridictionnelle au Pourquoi trésor. ça passe pas, là? Moi, j'ai quelques hypothèses. D'une part, l'aide juridictionnelle, si tu veux, l'unité de valeur pour les avocats, elle est relativement basse. Ils estiment qu'ils gagnent pas suffisamment d'argent. Donc, ils doivent se dire, si c'est généralisé, avant, il faut qu'on obtienne quand même une augmentation de ces unités de valeur parce que nous, ça nous permet pas de vivre. D'accord. Et je pense que c'est une grosse négociation du ministère de la Justice avec les bâtonniers. Et d'un autre côté, il y a le 2, je pense, c'est que au niveau du trésor, comme il faut faire l'avance et qu'on n'a jamais assez d'argent, ben, on va pas le mettre là. Alors qu'en Espagne, ils l'ont fait. Ça C'est-à-dire qu'une c'est mis femme en place en Espagne? ah oui, oui, depuis longtemps. Et Et c'est-à-dire ça qu'une femme fonctionne? espagnole, une femme espagnole, elle a déjà pas d'argent à sortir pour payer l'avocat, c'est quand OK. même déjà pas mal. Mais nous, il y a pas moyen de faire, bouger ça. Alors en compensation, quand tu vois le Grenelle des violences, je me rappelle plus, c'est 2018, oui 2018, quelque chose comme ça. Il y a eu quelques petites avancées, mais si tu veux, c'est tout le temps du saupoudrage. Mmh. Alors on va te faire un panier premier départ, on va te donner 500 € Un si panier premier oui, départ. quelque chose comme ça, oui, ça s'appelle comme ça, panier ou je sais pas Qu'est-ce que comment, c'est le premier panier départ. ça veut dire quoi? On te met un tas de trucs, dont tu peux avoir besoin dedans et puis on t'alloue. Et puis avec, une aide de la CAF, une aide financière, de la CAF, mais enfin bon, c'est juste au départ quand tu Ouais, ouais. vois toutes ces femmes, tout ce qu'elles ont sur le dos et puis je te dis la malheureuse qui gagne bien sa vie et qui part ou tu vois quelqu'un qui gagne, 2 000 ou 2 500 € mais qui a des enfants, elle aura droit à pas grand chose, Rien du sinon à tout. rien.
Et les protections juridiques qui existent, si tu veux, les assurances de protection juridique, la plupart du temps, j'ai regardé les contrats, elles ne couvrent pas la violence conjugale pour une simple raison, c'est que quand ce sont des couples, le contrat, il est établi aux 2 noms, déjà. Et puis, autrement, pour beaucoup d'entre elles, elles n'intègrent pas la violence conjugale. Tu vois, l'avenir est devant nous, il y a des combats, hein. Moi, j'ai envie de savoir quand même, une fierté. J'ai envie que tu j'ai envie que tu nous dises, Mmh. est-ce qu'il y a, un moment où des personnes, sans citer des gens bien entendu, mais, pendant, voilà, ta carrière qui est pas terminée, hein, puisque tu continues, est-ce que tu as envie de partager quelque chose là-dessus? Une réussite, hein, un projet, une réussite, une action, qui a réellement permis à des femmes, voilà, de reprendre confiance? Il y a une action, que j'ai beaucoup aimée, c'est l'affaire du bouton Mon Chérif, parce que je me suis rendu compte que les femmes auxquelles je les avais donné ces fameux boutons, si tu veux, revenaient, me dire à quel point ça les avait rassurées. Et ces boutons-là, le projet, il était pas franchement, bien accepté, au départ, parce qu'il y avait des téléphones, qui sortaient, des téléphones grave danger, qui étaient promus par le ministère, si tu veux, pour les femmes. Et il y avait une très mauvaise analyse de fait sur les boutons Mon Chérif, parce OK. qu'ils n'avaient pas bien compris l'articulation. Si tu veux, ces téléphones étaient donnés, par les parquets quand il y avait eu un dépôt de plainte, alors que les boutons, moi, je pouvais équiper des femmes avant même qu'elles n'aient déposé plainte. Ce qui m'intéressait, c'est la phase de prévention, tu vois? Avant qu'il y ait un passage à l'acte, bien avant, parce que comme ça, elles se sentaient, tranquilles et rassurées chez elles. Donc ça, j'en suis assez fière, d'avoir été la première directrice, à avoir osé le faire, parce qu'on peut pas dire que j'ai les félicitations du jury pour ce genre d'action. Et en plus, j'en parlais pas. Je le faisais comme ça et je l'avais pas dit. Je me disais: «Je démarre et après je vais voir». Et on a rapidement vu que les femmes étaient tellement, oui, elles étaient mieux, elles étaient en fait, rassurées, quoi. Est-ce que Donc, tu peux rappeler ce que c'est qu'un bouton Mon Chérif pour celles et ceux qui prendraient en fait cet épisode en cours de route, qui n'auraient pas écouté les autres, ils ne savent pas ce que c'est qu'un bouton Mon Chérif? alors le bouton Mon Chérif, c'est un bouton d'alerte connecté. En fait, connecté à un smartphone ou à un iPhone. Donc, on rentre dans ce bouton, on télécharge l'application, bien évidemment, et puis on rentre, 5 contacts. Alors ça peut être sa famille, ça peut être ses amis, ses collègues de bureau, son employeur, et cetera, et cetera. L'intérêt, c'est que ce bouton est caché, il est dissimulé. La plupart du temps, les femmes le mettent, sur leur bretelle de soutien-gorge, mais Dominique C'est tout Brogy petit alors, c'est vraiment tout petit? oui, ça se clipse, Ouais, là. Dominique Brogy commercialise aussi, des genres de lanières de sac, ça fait bijoux de sac ah avec un oui? bouton intégré. D'accord. Dans des colliers aussi, Ah oui, ça je on trouve connaissais ça pas. tous les modèles, sur internet. Et si, tu appuies, 2 fois dessus, comme ça, l'air de rien, tu sais, tu fais comme si tu te grattais, eh bien, ça envoie un signal, d'alarme en disant que la situation est dangereuse. Mmh. Donc, ça permet à tes contacts, non pas de te rappeler, c'est surtout pas ce qu'il Ouais, faut de faire, prévenir? de se connecter, entre eux, puisqu'il y a un message qui part, qui est envoyé à tout le monde, et puis d'appeler, La la gendarmerie? gendarmerie, le premier qui est dispo pour le faire, hein. C'est pour ça qu'il y a 5 contacts au cas où il y en ait qui répondent pas, tout simplement. Mais c'est quand même fabuleux parce que ça permet quand même d'être, sauvé, parce que fait l'agresseur quand il est là? Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le téléphone portable de sa femme. Et maintenant, il y a eu une telle évolution que même s'il envoie par terre le téléphone portable et puis que ça il y a des dommages sur le téléphone, le bouton continue à marcher et reste connecté. Donc, ça permet, d'être, secouru, beaucoup plus rapidement, quoi. Et c'est très intéressant pour les victimes, mais c'est très intéressant pour les secrétaires de mairie qui assurent des permanences, qui sont toutes seules dans des petits villages et qui peuvent être face à des gens, Ah oui, qui aussi, sont oui. dangereux, Ouais, ouais, et ouais, même des complètement. maires de communes qui sont menacés. Avec ça, au moins, ils sont tout seuls dans leur bureau, ça leur permet de prévenir. Il y a plusieurs fonctions parce qu'il y en a, Ouais, j'allais dire finalement ça sert à plusieurs, situations. bien sûr, mais je te parle de ça parce qu'on est en ruralité, donc je me dis les secrétaires de mairie, les maires, pareil. Et il y a plusieurs fonctions, c'est-à-dire que si, tu rappuies une fois, ça fait enregistreur, donc si l'autre est en train de te menacer de mort, tout est enregistré dans ces paroles. Et maintenant, tout ce qui est enregistré sur un bouton Mon Chérif a une valeur devant les tribunaux, correctionnels. Donc quand il y a une procédure, l'enregistrement sert de preuve. Et il y a une fonction sirène, tu vois? Du style, tu fais tes courses, Ah oui. tu as ton agresseur qui est dans les rayons, tu appuies
Alors, faudrait que je me Ouais, remette dans la notice, mais c'est peut-être 4 fois et ça hop, fait ça fonction déclenche, ça sirène. fait fonction de OK. sirène. Donc ça alerte les agents de sécurité et moi je trouve que c'est prodigieux. Ça, je suis assez fière d'avoir été la première directrice, qui a fait ça avec Dominique Brugy, en France. Où est-ce qu'on peut les trouver les boutons Mon Sur Chérif? internet, on peut les commander, D'accord, sans problème. facilement. Mon Chérif, Très bien. donc ça a un coût, mais enfin bon, ça dure longtemps, hein, c'est pas il y a pas une date de Ça vaut péremption. combien Il y a un que la bouton Mon pub. Chérif? Maintenant, ça doit être à peu près, 70-80 €. Ouais, mais je me demande si par Mais par l'intermédiaire l'intermédiaire de de l'AMRF, l'AMRF, il il y y a a il y a une une réduction. réduction. Ouais, ouais, tout à Voilà. fait. Donc il faut Dominique en a déjà parlé. dans les communes, il faut que les gens se rapprochent des communes. Moi, je sais qu'à Noirmoutier, elle en a, quelques-uns qu'on a déjà distribués justement à 2 femmes et donc on peut le faire et là la communauté de communes de Noirmoutier va en recommander OK. parce qu'ils sont très, la communauté de communes, si tu veux, ils ont vraiment accroché sur, la lutte contre les violences conjugales, que ce soit, au niveau, social, puisqu'il y a 4 communes. Tous les CCAS, ont vraiment, mordu à cela. Les élus, depuis et ils m'ont nommée en juillet 2024 référente pour les 4 communes de l'île D'accord. et je sens qu'il y a vraiment un c'est très agréable d'ailleurs, hein, une prise de conscience et un mouvement qui se crée, mais ensemble avec, plusieurs intervenants, comme c'est pluridisciplinaire, il faut une prise en charge globale. Pour terminer notre échange, Catherine, je voulais te demander quel conseil ou quel message tu aimerais adresser aux femmes, qui se sentent isolées ou en difficulté en ruralité? Moi, je dirais vivez vos rêves, pensez à ce que vous étiez quand vous aviez 10 ans. Pensez à vos 10 ans. C'est l'âge des rêves et souvent Ah ouais? c'était des bonnes indications et essayez de voir ce qui vous reste de vos rêves de 10 ans et collez à vos rêves de 10 ans parce que ça, c'est la vérité. Vous êtes influencé par personne et faites-vous confiance et un pas après l'autre. On termine comme ça? Voilà. Est-ce que tu veux dire autre chose? Est-ce que tu penses Merci Sandrine. de rien, avec plaisir. Mais est-ce que tu penses à quelque chose auquel, on n'aurait pas pensé en écrivant, cette conversation ou quelque chose qui est important pour toi que tu as envie de délivrer ou tu penses que tu as Non, il faut juste dire, aux gens qu'il faut jamais désespérer, que la lumière est toujours au bout du tunnel, toujours. Le plus grand cadeau qu'on puisse faire à un agresseur, c'est de se soumettre. Donc continuez à croire en la vie et je vais encore citer, ma grand-mère, mais elle disait, «Tu vas quand même pas mettre ta tête sur le billot». C'est-à-dire que quelqu'un qui te fait du mal, qui t'agresse, tu vas quand même pas lui faciliter la ouais. manœuvre. Donc il faut toujours jamais désespérer et se dire que la lumière est toujours au bout du tunnel et qu'il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours des gens qui sont là pour aider. Il y a toujours des gens qui sont là pour écouter et que oui, la bienveillance, ça existe, la gentillesse, ça existe. Par rapport à ce que tu viens de dire là, j'ai envie de te demander, est-ce qu'un jour, dans toutes ces années, est-ce qu'il y a des anciennes victimes qui sont revenues te voir pour, te parler de leur nouvelle vie et qu'elles avaient une jolie vie? Bien sûr, Ouais, j'en ai plusieurs et qui m'appellent encore aujourd'hui, c'est vrai? avec lesquels je suis toujours en relation. Bien sûr, sur des affaires dramatiques, Mmh. sur des affaires, de catastrophes collectives avec des deuils multiples, sur des affaires de viol avec acte de barbarie, sur des affaires comme ça et on est toujours en relation. Elles m'appellent toujours, elles me et je suis heureuse parce qu'elles vont bien, donc je peux délivrer le message et il y a une jeune femme, victime, que j'ai aidée pendant très, très longtemps, qui a perdu 7 personnes, de sa famille dans un accident d'avion, donc qui s'est retrouvée, quand même assez seule et toute jeune et elle a très bien rebondi. Maintenant, elle est mère de famille, elle a plusieurs enfants, elle s'est fait une profession et tout va bien pour elle. Quand je vois que la vie l'emporte, c'est la lumière qui l'emporte sur les ténèbres et il faut y croire. Il faut y croire parce que certains disent, «Si t'aimes pas la vie, pourquoi veux-tu qu'elle t'aime?» Mais c'est vrai, faut s'accrocher. C'est aussi peut-être, ça qui à chaque fois, t'a fait tenir ou continuer ou avancer, pas forcément? Non, je pense que tout simplement, je suis, construite de telle façon que je pense que si je ne fais rien d'utile, ma vie ne sert à rien pour moi. Je suis faite comme ça, c'est-à-dire que si je ne suis pas utile à l'autre, on va tous mourir. Et moi, là, j'en ai quand même plus pour très longtemps. Quand même. Donc, bah oui, mais non, mais enfin, je suis dans le dernier, comme on dit, je suis pas mateuse, le dernier quart. Donc,
Non, mais c'est vrai, il faut se bouger. Il faut pas, il faut continuer à être utile aux autres. C'est ça qui grandit, c'est ça qui fait l'humain. C'est pas de se lamenter sur, Son triste sort. sur soi-même, parce que de toute façon, l'âge venant, il y a plus rien qui va. Sur le plan physique, je veux dire, tout se détraque. Donc, tant qu'on a un cerveau, il faut s'en servir et puis continuer à offrir de la bonté et de la gentillesse et un regard, bienveillant à toute l'humanité. Autrement, vraiment, la vie, ça, pour moi, ça sert à rien. Il y a qu'un truc dont on n'a pas parlé, on n'a pas Ouais, le temps, c'est dis-moi. les animaux. Parce animaux. qu'on en parle aussi rarement, c'est la maltraitance animale. C'est-à-dire que souvent, l'agresseur ou le mari violent, il s'en prend au chat ou au chien Ah ça c'est de la horrible famille, aussi. parce que madame, elle aime bien son chat, Mmh. donc il va lui faire du mal ou il va faire du mal au chien, et cetera. Et c'est très peu rentré dans les procédures. Et j'aimerais bien qu'à travers la MRF, en ruralité, on protège aussi les animaux D'accord. dans le cadre de cette violence OK. intrafamiliale. On lance un appel alors. Je lance un appel, protéger les animaux. Merci Catherine. Merci à toi, Sandrine. Bah, merci beaucoup. Non mais vraiment, merci, en plus tu as dit plein de choses hyper touchantes à la fin, je me retiens. Eh bien je te dis au revoir. Eh ben Parce oui, que comme on hasta s'était pas luego. dit bonjour au début, on va Oui. quand même se dire au revoir à la fin. Oui, Sandrine, au revoir, Sandrine. Au revoir Catherine, merci. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!